Conçu par le cabinet d'avocats Bilé Aka Brizouabi et associés et mis à la disposition de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, l'indice de confiance judiciaire a été présenté au cours d'une conférence de presse organisée simultanément par le cabinet d'avocats et la CGSI. L'indice de confiance judiciaire veut offrir la voix au secteur privé pour dire ses critiques, ses insatisfactions ou déceptions, mais aussi et surtout proposer des améliorations sur certains aspects de notre justice. Qu'aujourd'hui, des fonds s'organisent pour investir dans notre sous-région, et particulièrement en Côte d'Ivoire, il n'en demeure pas moins vrai que beaucoup de projets, beaucoup d'initiatives n'aboutissent pas parce que l'instrument de justice, de mesure de la fin de l'investissement, comme je l'ai dit tantôt, décourage ces initiatives. Parce qu'il n'y a pas de paramètres objectifs fiables qui permettent, lorsqu'on investit, d'avoir des éléments d'appréciation sur la suite de ces investissements. Et le cabinet a donc pensé, comme cela se passe dans les bourses et dans les banques, qu'il y ait un indice, un instrument d'appréciation, un instrument objectif d'appréciation qui permet à tout investisseur d'avoir des éléments crédibles qui lui permettent de savoir que si j'investis en Côte d'Ivoire et que j'ai une affaire devant le tribunal, un litige, soit entre partenaires ou avec toute personne, même publique, devant une juridiction, il y a des critères d'appréciation, des instruments objectifs qui me permettent de savoir exactement, disons à 90%, le sort qui va être réservé à mon litige. Aujourd'hui, je peux vous le dire en tant qu'avocat, mais plus gravement en tant qu'ancien bâtonnier, qu'il m'est quelquefois impossible de donner des conseils à un client sur une suite judiciaire d'une affaire introduite devant le tribunal. C'est inadmissible. Donc c'est pour corriger cet état de fait que nous avons pensé qu'il fallait aider à une sorte d'accompagnement qui fasse en sorte que celui qui vient investir sache qu'en tout état de cause, parce que dès lors que des personnes rentrent en relation, le conflit est plausible, qu'en matière de conflit, si des instruments de sécurité juridique ont été pris par les conseils respectifs, les avocats ou autres conseils, qu'au bout de compte, le juge ne soit pas un facteur de découragement parce que le fait humain qui n'est pas objectif du fait des décisions qui vont être prises décourage cet investissement. Le secteur privé, par la voix de son administrateur Pierre Magne, s'est réjoui de cette initiative. Vous savez que dans l'environnement des affaires, il y a un point qui est très important, c'est celui de la justice, des décisions qui sont rendues par les justices dans nos différents États. Et si les opérateurs économiques viennent dans un pays, c'est pour être sûr que dans ce pays, les moyens qu'ils vont mettre en œuvre, disons, ou leurs investissements, disons, seront sécurisés parce que les décisions de justice pourraient être profitables. C'est pour cela que nous avons sollicité un cabinet d'avocats ivoiriens pour nous bâtir un indice de confiance, pour qu'on puisse, avec cet indice, voir à quel niveau on se trouve et voir quels sont les aspects qu'il faut améliorer pour nous permettre de contacter le gouvernement et puis de leur dire, voilà, nous devons travailler dans telle et telle direction parce que ces points-là doivent être améliorés pour que les opérateurs puissent venir en Côte d'Ivoire et réaliser les investissements qu'il faut pour que nos jeunes aient des emplois et tout. Voilà. Donc c'est pour cela que nous avons sollicité ce cabinet et nous pensons que cet indice nous permettra de faire évoluer la justice dans la bonne direction pour que les affaires se développent correctement en Côte d'Ivoire. Pour rappel, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire est une union entre groupements professionnels, les syndicats et associations professionnelles de l'industrie, du commerce, des services et de l'agriculture. Régie par le Code du travail, elle a pour mission, entre autres, de représenter et défendre les entreprises adhérentes ainsi que celles adhérentes aux organisations professionnelles membres de la CGSI, notamment auprès des pouvoirs publics et organismes paritaires nationaux, régionaux et internationaux. À son lancement au Sofitel Hôtel Ivoire,
Il a été présenté aux clients et à la presse comme l'offre la plus adaptée aux clients VIP de la banque panafricaine Ecobank. Le Premier Banking, c'est son nom, est un service personnalisé qui s'adresse à une clientèle sélecte, une clientèle sur qui Ecobank a décidé de veiller de façon spéciale. C'est en tout cas ce qui ressort de l'explication de Pierre Magne, président du conseil d'administration d'Ecobank Côte d'Ivoire. Notons que la Côte d'Ivoire est le premier pays francophone à accueillir le Premier Banking by Ecobank après le Nigeria et le Ghana. Le Premier Banking, un service aux énormes avantages selon Loseni Diabaté, premier responsable d'Ecobank Côte d'Ivoire. Répondant aux questions de la presse quant aux enjeux réels de cette offre personnalisée, les responsables du concept Premier Banking d'Ecobank ont dit vouloir traiter de façon unique une clientèle VIP de plus en plus exigeante tout en comblant leurs attentes à travers la carte Platinum. Ça relève de la stratégie interne du groupe, de la banque de stratifier ses clients. Il y a les critères de revenus, il y a les critères de dépôt sur le compte. Donc en gros, nous avons donc trois grands groupes de clientèle et vraiment cette carte que nous lançons aujourd'hui, la carte Platinum, pour dire son nom, s'adresse au plus haut segment de cette clientèle-là. Nous estimons que pour vraiment donner un service vraiment de qualité à ce groupe de clients, on ne devrait pas dépasser 2000 clients. Ce que nous faisons aujourd'hui est un complément de l'offre globale de services que nous faisons à la clientèle. Nous sommes une banque commerciale de façon du terme. Nous touchons tous les segments du marché. Aujourd'hui, on parle du segment donc VIP, mais ce n'est que segment parmi tant d'autres. Donc cette carte vient compléter l'offre de services. Ça nous permet donc de toucher un segment sur lequel on était très peu présent jusqu'à maintenant. Le réseau bancaire africain Ecobank, fondé au Togo en 1985 et filiale d'Ecobank Transnational Incorporated, a percé ces dernières années le marché ivoirien pour se classer à la 2e place en 2012 sur la place bancaire de la Côte d'Ivoire où il s'est implanté en octobre 1989. Selon ses responsables, cette performance est le résultat du travail de plus de 540 employés à travers plus de 40 agences sur l'ensemble du territoire national ivoirien. La cérémonie des Oscars des bâtisseurs de la nation béninoise s'est déroulée sur le tapis rouge de la salle majestique de Cotonou. Bien qu'ayant évolué dans le temps et malgré les difficultés inhérentes à toute œuvre humaine, la cérémonie des Oscars du Bénin reste accroché à 3 priorités cardinales. Reconnaître les valeurs et talents de chez nous ou qui se sont mis au service de notre pays. Encourager ces valeurs et talents à faire bien plus encore. Susciter par l'exemple ainsi donné et l'encouragement auprès des autres Béninois et étrangers vivant au Bénin à se mettre sur les traces de ceux qui se sont déjà illustrés afin que, par la floraison des valeurs dans tous les domaines de notre vie, nous puissions parvenir à un développement harmonieux et intégral et une prospérité partagée. Le monde connaît ce célèbre Malala. Elle n'a que 17 ans. Elle est une icône présentée comme l'exemple, le modèle de courage et d'abnégation dont les femmes et les jeunes filles du monde doivent s'inspirer. Nous avons aussi des valeurs dans notre pays, des talents, des modèles et des exemples d'un éclat sans pareil, d'une rigueur de méthode et d'une créativité incomparable, des valeurs que nous aurions dû reconnaître depuis des lustres pour susciter de nouvelles vocations et de nouveaux engagements afin que la créativité, la réflexion et les actions de développement deviennent le leitmotiv de notre peuple. Il est illusoire de croire à un quelconque développement si les esprits élevés au rang d'inventeurs parmi nous ne se sentent pas encouragés. Les estimations actuelles de l'Organisation mondiale de la santé, plus de 80% de la population du monde en développement et principalement africaine se réfèrent à la médecine traditionnelle. Ce qui fait de cette médecine la principale, parfois l'unique source de soins de santé. N'est-ce pas une des raisons fondamentales ayant valu ce prix spécial des Oscars décerné au Dr Raphaël Yao Chidimé
pour le récompenser pour ses multiples inventions en pharmacopée et en médecine traditionnelle. S'il vous plaît, qu'il passe au cadreur. Merci. Voilà. Grand Oscar spécial ce soir. C'est pour vous, docteur de Tibi. Cette distinction a quelqu'un que je vois dans la salle. Le gouverneur de l'État. Si j'ai reçu ce trophée, je m'en souviens de ça qu'il m'a dit à Salamou, à Festico, persévère. Un ministre du gouvernement qui achète tous les produits que moi j'ai préparés avec fagot de bois et qui a distribué à tous ceux qui venaient chez le maire à Paris, à Salamou. Et tout est me dit, vas-y, ne regarde pas derrière, vas-y. Et partout où on veut le décorer, bizarrement, je le vois dans la salle. Je ne les découvre pas. Applaudissez-vous. On a dit Oscar spécial. Et j'ai lu Oscar. Monsieur le ministre de la Culture, représentant le chef de l'État, le cancer se soigne au Bénin. C'est le produit. C'est lui qui a signé ça. Je vais vous dire quelque chose. Nous avons le milliard culturel, mais nous n'avons pas encore le milliard de la recherche. C'est que les 54 présidents ont signé à Abuja en 2011 et à Malabo en juin 2011 une charte de décennie de la pharmacopée où ils ont dit ce produit pareil, vous avez le devoir de l'industrialiser, vous avez le devoir de l'industrialiser et que vous avez le devoir de le distribuer. Ça, c'est le développement du Bénin. Pour les milliards, 1 milliard 200 millions d'Africains. Merci beaucoup. Au président, c'est son produit. Nous n'avons pas. Notons que pour le compte de cette cérémonie, l'ONG Charme, l'ambassadeur de la Chine près le Bénin, la Société des ciments du Bénin, la Direction générale du budget national, pour ne citer que ceux-là, ont été distingués à travers leurs diverses œuvres de développement pour le Bénin. Désormais, la culture en relation avec l'artisanat et le tourisme a été érigée au rang des piliers, des pôles de développement pour notre pays. C'est le 5e pôle. Donc cela déjà illustre l'importance de la culture pour le gouvernement. Je pense également, bon c'est évidemment banal de dire ça, mais c'est important de le dire, vous savez que le fonds d'aide à la culture, qui était à peine de 250 millions quand le chef de l'État est arrivé au pouvoir, est passé d'abord à 1 milliard et à partir de 2015, on sera à 3 milliards. Comme vous le savez, la diaspora constitue un fer de lance pour le développement de nos pays et le fait de pouvoir associer cette diaspora permet que ces jeunes, ces personnes qui travaillent là-bas puissent de plus en plus revenir dans leur pays, dans leur terroir pour investir et pour participer au développement de nos pays. J'acceptais recevoir ce trophée. C'est comme tout à l'heure, j'ai dit que ce trophée appartient de l'État. Plutôt, ce reflète de relations excellentes entre les deux pays et le bon résultat de la coopération entre les deux pays. Bien que ma mission touche bientôt à sa fin, je dois rentrer au pays, mais en tant qu'un ami de la République populaire de Chine, mon cœur, mon esprit restera toujours au Bénin. Je voudrais continuer à travailler d'autres façons pour apporter ma contribution à la consolidation et le développement des relations entre les deux pays. Merci. Je promets que je ne vais pas m'arrêter là. Je dois travailler. Je ne travaillais pas. Ce n'est plus pour le Bénin, plutôt pour l'Afrique. Je demande à ce que les 1 milliard 200 millions d'Africains actuellement savent que porter africain, boire africain,
manger africain, se soigner africain, c'est la seule chose qui va développer l'Afrique. Si on ne commence pas à réfléchir, pas comme ça, à ce que je vais manger si c'est africain, ce que je vais porter si c'est africain, ce que je vais prendre pour me soigner si c'est africain, on sera toujours sous quelqu'un et qui va toujours nous dominer. Prenez africain, sincèrement mes frères. Consommons le local, le développement est à côté de nous. Je remercie la presse et toutes les presses qui me suivent partout où je passe. Sans la presse, je ne peux être rien. C'est la maison de l'entreprise au plateau à Abidjan qui a servi de cadre pour la conférence de presse du ministre de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication. Entouré de ses plus proches collaborateurs et en présence des responsables des différentes structures sous tutelle, Bruno Nagbane Kone a dressé le bilan des activités 2014 de son département. Pour le ministre, l'année 2014 a été l'année du virage numérique car elle a permis de faire vivre les lois, notamment au niveau de la gouvernance. Le schéma de consolidation du sous-secteur de la téléphonie a été produit. Désormais, seulement 4 opérateurs sur 7 pourront continuer à exercer leur activité. Les travaux de démarrage de la zone franche de Grand Bassam, qui ont débuté en 2014, se poursuivront en 2015. 2014, je l'indiquais tout à l'heure, c'est l'année du virage numérique pris par notre pays, tant nous avons mené un grand nombre d'actions qui vont toutes converger vers la mise en place d'un environnement, le plus propice au développement d'une économie numérique en Côte d'Ivoire. Ça a été, au niveau de la gouvernance, 2014 a permis donc que nous commencions à faire vivre les lois qui avaient été prises précédemment. Au niveau de la gouvernance, l'ensemble des structures créées par la loi du 21 mars 2012 sont devenues fonctionnelles. Et les nouvelles activités formellement prises en compte dans cette évolution du cadre institutionnel du secteur. Nous avons permis et travaillé au fonctionnement effectif de la RTCI, de la IGF, de l'ANSUT, et nous avons commencé à intégrer dans notre fonctionnement les métiers nouveaux, la protection des données à caractère personnel, la cryptologie et bien d'autres qui sont prises en compte par le nouveau cadre réglementaire que nous avons mis en place. Nous avons travaillé à la mise en place d'un schéma de consolidation du sous-secteur de la téléphonie mobile. Ce schéma va consister principalement à réduire le nombre d'opérateurs de la téléphonie mobile. Cela s'avère nécessaire pour mettre de l'ordre dans le secteur et surtout pour donner plus de force et d'allant à l'activité qui est exercée dans le secteur de la téléphonie mobile dans notre pays. Il s'agit, in fine, de mettre tous les acteurs de ce secteur important sur un pied d'égalité. Il n'est pas compréhensible, il n'est pas acceptable que certains opérateurs payent une contrepartie financière de leur licence d'exploitation et que d'autres ne la payent pas. C'est le cas aujourd'hui, malheureusement, dans notre pays. Il n'est pas normal que certains opérateurs, bien que recouvrant l'Interco, l'Interco, c'est donc le produit qui vient de l'interconnexion des réseaux, Interco qui est collecté par l'opérateur qui émet l'appel. Donc, ça veut dire que le client paye cet Interco. Et malheureusement, dans beaucoup de cas, cet Interco n'est pas reversé à l'opérateur qui termine l'appel. Il n'est pas compréhensible que certains opérateurs s'obligent à tenir leurs engagements, les engagements contenus dans leur cahier des charges, pendant que d'autres ne le font pas. Et il n'est pas compréhensible que des opérateurs qui, aujourd'hui, ne représentent que 5 ou 6% du marché, concentrent à eux seuls 50%, je dis bien, des ressources spectrales. C'est un vrai problème technique qui, aujourd'hui, a pour incidence une moindre qualité de service fourni, une moindre qualité des appels qui sont fournis par les opérateurs les plus importants, puisque 3 opérateurs qui concentrent aujourd'hui plus de 80% du marché n'ont malheureusement que 50% de ce spectre-là.
Donc là, il y a un travail d'équilibre qu'il nous faut absolument faire dans l'intérêt des populations, dans celui de l'État de Côte d'Ivoire, j'allais dire de façon plus générale, dans l'intérêt de notre secteur d'activité, celui des TIC. Concernant les projets d'infrastructure, je voudrais mentionner donc les conditions de démarrage des travaux d'aménagement de la zone franche de Grand Bassam qui ont été réunis au cours de l'année 2014. Les réseaux de fibre optique dont la construction a été engagée en 2013 et en 2014 se poursuivent. Il faut juste savoir que leur réception, en particulier la réception du tronçon ouest, a été ajournée pour des raisons de non-conformité. Sur le chapitre de l'éducation, 200 sur 450 établissements secondaires ont pu être dotés d'une salle multimédia. Au chapitre des services, comprenez services en ligne, ce qui avait permis la mise en œuvre du portail dématérialisé des documents administratifs qui permet à tout citoyen d'obtenir son extrait de naissance ou autre document via Internet. Ce sont 100 liens qui ont été créés et une cinquantaine prévus en 2015. 2014 a vu l'envolée du mobile banking. Autre point de satisfaction du ministre Bruno Koné, la lutte contre la cybercriminalité. Je peux dire avec là aussi assurance que nous avons commencé à gagner la bataille contre la cybercriminalité en 2014. Le dispositif qui a été mis en place, c'est-à-dire l'identification des abonnés à la téléphonie mobile, la loi sur la cybercriminalité qui a été prise, les textes évidemment connexes, notamment celui sur le commerce électronique, la loi générique ou le code des télécommunications, la collaboration que nous avons rendue plus forte entre les services de police et les experts télécoms au sein de la PLCC, donc la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, les moyens plus accrus qui ont été accordés à la DITT, donc à la direction de l'informatique et des traces technologiques du ministère en charge de la sécurité, le renforcement des actions du CICERT, Côte d'Ivoire Computer Emergency Response Team, CICERT qui est logé au sein de la RTCI, la bonne collaboration que nous avons eue avec les maisons de transfert d'argent, la sensibilisation qui a été faite tout au long de cette année, etc., ont permis, je peux le dire, de commencer à voir refluer ce phénomène-là en Côte d'Ivoire. Autre point de satisfaction en 2014, c'est le développement important du mobile banking, de M-payment, de toutes les solutions, donc de transfert d'argent, etc. etc. 2014, là aussi, a vu cette activité prendre son envol. Nous pensons qu'il y a là un potentiel inexploité encore très important, parce que sur la base d'abonnés aujourd'hui qui est de 21 millions en Côte d'Ivoire, 2 millions d'abonnés ont eu à faire des opérations, des transactions de paiement à partir de leur téléphone en 2014. Pour nous, c'est là aussi un élément important de satisfaction parce que cela va contribuer à relever le taux de bancarisation en Côte d'Ivoire. Cela va donner plus de sécurité et cela va donner certainement là aussi plus de dynamisme au commerce et à l'activité économique d'une façon générale. Pour être au rendez-vous de l'émergence en 2020, la Côte d'Ivoire veut se donner les moyens pour son développement et cela passe aussi par la modernisation de la poste et le développement des technologies de l'information et de la communication. La joie se lisait sur tous les visages des agents de la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS ce vendredi lors de la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An au directeur général de la structure et à ses collaborateurs. L'occasion était favorable pour le porte-parole des agents de la CNPS de féliciter le directeur général de ces structures, tous les efforts consentis en vue du bien-être des agents, sans toutefois oublier de faire quelques doléances.
Souvenons-nous simplement qu'après sa prise de fonction, acte 1, Paquinou 2014, tout le monde se rappelle, dès qu'il a pris la fonction, c'était la PAC, tous les gens de là-bas, étaient tous heureux parce que PAC a été dénoncé. Acte 2, il nous a encouragés dans la lignée de son aîné à reprendre l'organisation de la fête du travail unifiée avec les deux organisations syndicales. Acte 3, la revalorisation de nos émoluments, la MIMP, et tous nous étions contents, on le salue. Hommage donc à vous, monsieur le directeur général, pour ces précieux bienfaits à nous procurer. Soyez assurés qu'il vous est acquis en retour toute notre reconnaissance et nous voudrions humblement vous encourager à ce type managérial. Juste deux petits dossiers. L'achèvement des travaux de révision de l'accord d'établissement, duquel découleront tout la boussole des travailleurs de l'entreprise. Deuxième petit, mais combien gros dossier, c'est le dossier des réclamations des agents qui attendent, qui espèrent de vous une signature. Monsieur le président du conseil d'administration, messieurs et mesdames les administrateurs, monsieur le directeur général, monsieur le directeur général adjoint, monsieur l'inspecteur général, mesdames et messieurs les responsables, bien chers camarades, en ce début d'année, nous voulions noter avec vous que le livre de la vie vient de s'ouvrir à la page 2015. Que sur cette page, il soit écrit en lettres d'or, santé, amour, paix, joie, prospérité, longévité avec la grâce de Dieu. Que cette année soit meilleure en termes de progrès, d'amélioration des conditions de vie et de travail, et qu'elle nous apporte le bonheur partagé aussi longtemps que dureront nos carrières à la CNPS. Cette cérémonie a aussi permis d'honorer certains agents qui, par leurs acharnements et leur abnégation au travail, ont produit des résultats satisfaisants durant l'année 2014. Cette impression de joie parce que ça montre que le travail qu'on fait est reconnu. Voilà, donc je suis très contente pour moi-même, mais pour tous mes collaborateurs, pour toute l'agence de Yopougon. Donc le prix que je viens de recevoir, vraiment ça me réconforte, ça me réjouit et ça prouve qu'effectivement le travail bien fait a toujours payé. Et je remercie aussi ma famille qui me soutient tous les jours dans ce que je fais, mes enfants aussi et mon épouse. Et puis je lance un appel aussi à tous les agents de la CNPS pour leur dire que il y a le système de management de la qualité. On tend vers la qualité. Donc de faire en sorte que chaque jour que Dieu fait, dans notre travail, on ait la qualité, on soit consciencieux dans ce qu'on fait. Et le travail a toujours payé. Il faut être rigoureux, il faut être consciencieux, il faut être content de ce qu'on fait. Prenant la parole, Denis Charles Kwasi, directeur général de la CNPS, a fait le bilan de l'année 2014 qu'il a jugé positif avant de féliciter tous les agents de la CNPS. Il a promis d'accorder une attention particulière à leurs doléances et a terminé son propos en souhaitant ses vœux les meilleurs à tous les agents. Au titre du recouvrement des cotisations sociales, sur une prévision de 190 milliards, nous avons recouvré 203 milliards, soit un taux de recouvrement de 106,84%. Au regard de ces résultats, je voudrais, avec votre permission, Monsieur le Président, féliciter l'ensemble du personnel, des agents au cadre, pour l'ardeur et l'abnégation dont ils font preuve dans l'exercice de leurs tâches. J'encourage cette disposition d'esprit nécessaire au relèvement des challenges qui sont les nôtres. Revenant aux doléances présentées par votre porte-parole, la direction générale se fera fort de les étudier avec la plus grande attention pour y apporter, avec le soutien du conseil d'administration, des réponses appropriées. Je voudrais, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les administrateurs, saisir l'occasion solennelle de présenter et formuler au nom du personnel et à mon nom personnel des vœux de santé,
de paix, de prospérité à votre endroit. J'associe à ces vœux vos familles et tous vos proches. À l'endroit du personnel, je voudrais, en retour des vœux présentés par votre porte-parole, vous adresser les miens de santé, de bonheur et de succès dans toutes nos activités. La sécurité sociale en Côte d'Ivoire est placée sous un régime général géré par la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS. Ce régime comporte 3 principales branches. La branche des prestations familiales, celle des accidents du travail et des maladies professionnelles, enfin la branche des pensions de vieillesse, des validités et des survivants. Face à la presse, ce matin, au siège de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, les représentants de HEC Paris se sont voulus rassurants en montrant leur nouveau programme global dénommé CESA Management Stratégique ou CESA Must. Ce programme s'inscrit pour la toute première fois en Afrique subsaharienne dans les parcours diplômants délivrés par HEC Executive Education. Il donne la possibilité aux cadres d'entreprises qui ont au moins 15 ans d'expérience, âgés d'au moins 40 ans, de bénéficier de 4 modules divisés en 2, notamment 2 modules dans les stratégies d'entreprise et 2 modules dans les comptabilités, les finances et le contrôle de gestion. Le directeur exécutif des programmes diplômants CESA, M. Min Lui Lai, nous en dit plus. Ce programme est un programme diplômant et qui est destiné aux managers haut potentiel des entreprises de Côte d'Ivoire et avec le développement économique de l'Afrique et particulièrement de Côte d'Ivoire. Les entreprises ont besoin de plus en plus de ressources, des talents managériels et il va de soi qu'une école comme HEC puisse être présente sur le continent qui est des taux de croissance très élevés. Et donc, pour nous, j'aimerais bien qu'on soit de l'air déjà il y a 2 ans ou il y a 4 ans, mais voilà, nous sommes ici et sommes pour accompagner ces managers dans le développement. Pour le moment, le programme est offert en format présentiel, c'est-à-dire que les gens viennent ici, mais éventuellement, c'est quelque chose que nous allons développer. On sait que maintenant, les managers sont très occupés et on peut très bien concevoir qu'une partie du programme dans l'avenir va pouvoir être offert à distance et qui serait aussi plus économique, n'est-ce pas, quand les gens n'ont pas à déplacer eux-mêmes et c'est quelque chose en vue. Mais c'est à Paris, on développe déjà certains d'autres programmes avec le côté online en fait. La CGECI, quant à elle, a exprimé sa satisfaction de voir concrétiser ce partenariat qui marque un moment très important dans la coopération France-Côte d'Ivoire. Il y a 3 choses à retenir essentiellement. La première, c'est que pour la Côte d'Ivoire encore vient de démontrer qu'elle reprend sa place dans l'échiquier international parce que parmi tous les pays africains, la Côte d'Ivoire a été sélectionnée par HEC Paris qui fait partie des meilleures écoles de business dans le monde entier pour loger son premier programme délocalisé en Afrique. Ça, c'est la première chose qu'il faut retenir. La deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que le patronat ivoirien va héberger ce programme à l'intention des entreprises ivoiriennes et que ce programme va permettre d'accroître la compétitivité des entreprises ivoiriennes vers une émergence 2020. Et la troisième chose qu'il faut retenir, c'est que nous voulons aller plus loin. Pourquoi aller plus loin? C'est-à-dire nous voulons que des compétences ivoiriennes commencent à co-animer, à co-former et à intégrer, disons, un transfert de compétences à ce niveau. En complément de l'offre de programmes de formation proposée au sein du patronat ivoirien, HEC Paris a récemment signé une convention avec la Chambre de commerce de Côte d'Ivoire pour proposer aux dirigeants ivoiriens des cycles de conférences au travers du HEC Executive Club, ce qui avait permis de former 40 cadres et dirigeants et de sensibiliser 8500 agents aux enjeux de développement majeurs. Comment gagner de l'argent avec son contenu sur YouTube? Ce thème a regroupé plusieurs personnes ce jeudi à l'espace Cristal de Marcory à Abidjan, professionnels du web, médias, représentants d'entreprises de différents secteurs et artistes. Tous sont venus s'imprégner des enjeux de la monétisation sur YouTube. Initié par Webologie Côte d'Ivoire en partenariat avec YouTube Afrique de l'Ouest, cet atelier a permis aux utilisateurs du web de connaître les règles et autres conditions pour parvenir à monnayer leur contenu ou vidéos postés sur YouTube.
Pour M. Ibrahima Ndiaye, Content Program Manager chez YouTube Sénégal, tout le monde peut se faire de l'argent avec ses vidéos, mais à une seule condition, respecter des principes stricts. L'originalité du contenu, sa qualité, la régularité de sa programmation constituent l'un de ces principes, ainsi que l'assurance que le contenu ne souffre d'aucune polémique sur la question des droits d'auteur. L'autre étape consiste à approcher l'agence de Webology Media, partenaire de YouTube en Côte d'Ivoire, afin d'activer la fonctionnalité de la monétisation. Webology organise aujourd'hui YouTube Event en collaboration avec notre partenaire YouTube et aussi il y a plusieurs partenaires qui ont été conviés à cet événement justement pour en savoir plus, pour savoir comment accroître leur audience, comment monétiser aussi leur contenu et comment créer un très bon contenu qui deviendra viral à travers Internet. De part et autre, Webology, nous, en tant que Advertising Media Agency, c'est-à-dire agence marketing digitale, nous accompagnons nos partenaires qui ont du contenu vidéo dans toutes leurs démarches, que ce soit de la création, gestion de leur contenu jusqu'à la monétisation. Donc c'était très important pour nous qu'aujourd'hui ils viennent assister à cet événement-là pour poser toutes leurs questions devant un spécialiste de YouTube. Ça a été très bénéfique pour nous. Sachez qu'au niveau du numérique, ce sont des nouveaux métiers qui pénètrent actuellement en Afrique. Il y a plus de 200 métiers dans le numérique que les jeunes doivent apprendre et ce domaine est très vaste. Il y a des nouveaux métiers tels que les data scientists, les traffic managers, les community managers. C'est tous ces métiers-là qui permettent aux producteurs de contenu audio et vidéo de monétiser de l'argent, de gagner de l'argent. Webology est un groupe média digital indépendant créé en 1998, offrant un mélange de créativité et d'expertise marketing dans les médias Internet, mobiles et réseaux sociaux. Fort de cette expérience, Webology se présente comme l'interlocuteur idéal pour les youtubeurs ivoiriens pour les accompagner dans leur politique de monétisation des vidéos. Le secteur de l'auto-école en Côte d'Ivoire est sinistré. Les auto-écoles se vident de plus en plus. Les responsables d'auto-écoles sont livrés à eux-mêmes. Il n'y a plus de véritable formation. C'est en quelque sorte les éléments qu'ont relevé le syndicat national des moniteurs d'auto-école de Côte d'Ivoire et le syndicat national des employés, exploitants et moniteurs d'auto-école de Côte d'Ivoire lors de la journée de réflexion qu'ils ont organisée ce jeudi à Abidjan. En initiant cette journée de réflexion, c'est-à-dire nous avons remarqué qu'à l'auto-école, il y a manque de formation. Les élèves ne sont plus formés comme on le faisait par le passé. Maintenant, il y a quelque chose qui fait. Nous avons réfléchi, nous disons que c'est au niveau de l'évaluation. La plaie se trouve au niveau de l'évaluation. Je vous donne un exemple. Je suis à l'auto-école, je suis directeur d'auto-école, j'ai des charges, j'ai payé le carburant, j'ai payé le loyer, les impôts. Le candidat arrive, il doit apprendre à conduire, donc le moniteur est payé. Et en face de moi, il y a quelqu'un qui a un sac, qui ne paye pas d'impôts, qui ne paye pas de local, qui ne fait rien. Au même moment qu'on évalue nos deux candidats, nous sommes obligés de payer de l'argent. Là, je vous dis, on paye de l'argent, ce n'est pas normal. Alors, pour dénoncer ça, il a fallu qu'on organise cette journée pour situer les responsabilités. Si moi, je dois former et payer de l'argent pour que mon candidat ait son permis, et que celui qui est en face de moi ne forme pas, et il paye au même titre que moi, alors moi, je décide de ne pas former. C'est la vraie cause même des accidents sur les routes. Il faut qu'on interpelle vraiment tout un chacun pour que l'enseignement aujourd'hui dans les auto-écoles soit réel. Il faut qu'on évalue nos candidats sur les valeurs réelles. Ça, c'est tellement important pour nous aujourd'hui. L'auto-école est quand même dans la poubelle. Il faut qu'on se recadrer pour quand même accompagner l'émergence qui aspire tant le premier citoyen de ce pays. Pour le président de l'Union des auto-écoles de Côte d'Ivoire, une bonne formation des moniteurs eux-mêmes et une organisation rigoureuse des acteurs du secteur est la base du redressement du secteur de l'auto-école en Côte d'Ivoire. Selon lui,
Le premier séminaire des acteurs des auto-écoles de Côte d'Ivoire, qui se tiendra bientôt à Yamoussoukro, sera une occasion favorable pour trouver des solutions aux problèmes qui minent ce secteur et faire des recommandations afin de faire avancer le secteur de l'auto-école en Côte d'Ivoire. On ne va pas se débiner, on ne va pas botter en touche. L'inorganisation nous concerne, ça c'est vrai. Et c'est pour ça qu'on a essayé de se mettre ensemble pour une fois, pour dire qu'il faudrait qu'on aille à un séminaire pour vraiment parler. Et ça va être une première. Ce séminaire-là, nous allons le tenir à Yamoussoukro dans les jours à venir pour essayer de mettre des ateliers en place et parler du vrai problème de l'enseignement dans les auto-écoles. C'est vrai, il n'y a plus d'auto-écoles. Et ça, c'est aussi dû à la crise. Beaucoup d'auto-écoles n'ont plus de matériel. Beaucoup d'auto-écoles n'ont même plus de salle de code, pas de véhicules, rien. Donc ça veut dire qu'il va falloir se réorganiser, se mettre ensemble. Les partenaires existent. Il suffit d'aller vers les partenaires si on est bien organisé pour qu'ils puissent nous aider, nous épauler pour qu'on puisse équiper nos auto-écoles. Et ça dépend de l'organisation de notre corporation. Les moniteurs et responsables des auto-écoles se sont réjouis d'une telle rencontre qui, pour eux, donnera un grand coup d'accélérateur au secteur de l'auto-école en Côte d'Ivoire. Le travail du moniteur n'est pas bien perçu. Et puis, l'auto-école est banalisée à cause des auto-écoles qui se trouvent dans les sacs. Aujourd'hui, nous devons faire la formation dans les auto-écoles. Évaluer dans les auto-écoles avant d'envoyer l'élève. Pour permettre à l'élève d'être bien formé, il faut cela, afin d'éviter les accidents de circulation. En fait, nous pensons que nous sommes en amont et en aval de tout ce qui se passe en sécurité routière. Moi, je pense que la rencontre est bienvenue. Nous, on s'en prend beaucoup à Lozère. Parce que tout concours a une limite d'âge. Mais aujourd'hui, la formation des moniteurs d'auto-école, il n'y a pas de limite d'âge. Tu peux être à la retraite, tu vas à Lozère, tu payes les 400 000, on te forme, tu sors, tu es directeur d'auto-école. Tu peux être vendeur de tissus, tu vas à Lozère, tu payes tes 400 000, on te forme et tu deviens directeur d'auto-école. Un retraité qui va faire une formation et qui doit sortir comme directeur d'auto-école. Comprenez que quelque part, ça ne va pas. Nous sommes tous coupables, on ne forme pratiquement plus les usagers, nous sommes tous coupables. Donc la recommandation, c'est qu'on se ressaisisse pour que cela change. C'est pour ça qu'on a initié le séminaire qui aura bientôt lieu à Yamoussoukro. Le secteur de l'auto-école en Côte d'Ivoire aspire à une réorganisation afin de permettre l'union et la cohésion des acteurs et aussi permettre à ce secteur de prendre un nouvel envol en Côte d'Ivoire. Cultiver l'effet réseau, c'est le leitmotiv de l'association des diplômés de l'École supérieure de commerce d'Abidjan, ESK, dénommée Senior ESK. Ils se sont réunis le samedi dernier pour la 5e édition des matinales ESK, un petit déjeuner débat initié par cette association en vue d'apporter leur contribution aux réflexions qui sont faites actuellement dans le pays avec un angle plus marqué sur le secteur privé. Pour cette 5e édition, les débats ont porté sur le thème suivant. Développement économique de la Côte d'Ivoire, quelle place pour l'investissement privé ivoirien? Un thème qui a fortement retenu l'attention des membres de cette association, qui sont pour la plupart des chefs d'entreprise. Ça fait la 5e édition que nous organisons les matinales de la Senior ESK. C'est pour contribuer au débat économique, permettre aux décideurs de venir s'exprimer devant nos auditoires, pour échanger sur les questions économiques de l'heure et contribuer en autre manière à la perspective de la croissance économique. Aujourd'hui, le thème c'était développement économique et le rôle du secteur privé ivoirien. C'est-à-dire quel rôle sera assigné aux investisseurs locaux ivoiriens. Donc ce thème a été échangé, les différents intervenants ont soumis des préoccupations que le nouveau gouvernement doit prendre en compte pour une émergence d'une classe d'entrepreneurs ivoiriens en Côte d'Ivoire. On pense que les propositions sont bonnes et les décisions vont suivre. L'invité de cette 5e édition des matinales ESK, le directeur général du Centre de promotion et d'investissement en Côte d'Ivoire, CEPICI, par ailleurs ancien de cette prestigieuse école, Emmanuel Esmelessis s'est attardé sur les différentes initiatives prises par le gouvernement pour instaurer un cadre favorable à l'investissement en Côte d'Ivoire. Selon lui, il y a des opportunités en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens doivent donc se réveiller et se jeter à l'eau. Il a aussi profité pour inviter les jeunes créateurs d'entreprises à se tourner vers le CEPICI pour s'informer.
Nous avons eu ces échanges aujourd'hui qui ont parlé de l'investissement privé national. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons démontré que le cadre institutionnel est en train d'être mis en place. Nous avons démontré qu'il y a des opportunités d'investissement. Aujourd'hui, nous disons l'appel qu'il faut que l'Ivoirien se réveille, qu'il ait l'investissement, qu'il ait l'initiative, qu'il aille à la création d'entreprises et puis qu'il se jette à l'eau. Aujourd'hui, il y a des opportunités à saisir, il ne faut pas attendre demain, c'est aujourd'hui qu'il faut y aller. Les jeunes, il faut qu'ils viennent s'informer au CPC, qu'ils aillent sur notre site internet pour s'informer. Nous sommes là, nous avons des bureaux à l'immeuble Gakanou pour aussi leur donner l'information. Mais avant tout ça, l'entrepreneuriat, c'est d'abord une initiative, c'est d'abord une décision personnelle de parcourir un chemin. L'entrepreneuriat, ce n'est pas un jour, c'est un processus, c'est un parcours qu'il faut bien préparer et on est là pour les encadrer, pour les accompagner, les conseiller et les amener à pouvoir réaliser leur projet d'être un jour des industriels installés qui sont compétents et qui participent pleinement à l'économie ivoirienne. Concernant le volet financement, le président de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire a souligné qu'ils sont prêts à accompagner les entrepreneurs ivoiriens. Comment faire pour que l'investisseur privé ivoirien fasse en sorte qu'il dispose des fonds auprès des banques pour financer son affaire? C'est là le problème. Et l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire également, comme je l'ai dit, est prêt à accompagner tous les investisseurs. Parce que nous sommes au début, nous sommes dans la croissance de l'investisseur, nous sommes également à la fin, quand la fin doit arriver. Présents à cette rencontre, les jeunes entrepreneurs se sont vus enseigner et sont repartis ravis d'avoir énormément appris. J'ai appris qu'il faut lire son code d'investissement pour savoir ce que l'État prévoit pour l'entreprise en Côte d'Ivoire, que ce soit une entreprise privée ou publique, étrangère. Il faut lire son code d'investissement d'abord. Et puis j'ai appris les différentes institutions qui sont disponibles aujourd'hui pour encadrer l'entrepreneur. Voilà. Créée le 16 avril 1994, la Senior SK regroupe plus de 600 diplômés. Ceux-ci exercent au sein des entreprises nationales, régionales, internationales qu'ils ont créées ou choisies. L'objectif principal de cette association est d'accroître le rayonnement de la marque ESK en démontrant en permanence la valeur et le savoir-faire des étudiants ESK. La salle Balafon du Sofitel Hôtel Ivoire n'a pu contenir tout ce monde venu participer à cette première édition de cet atelier de dissémination du rapport qui s'inscrit dans le cadre des travaux analytiques initiés par le groupe de la Banque mondiale pour le suivi économique et financier régulier de ses pays membres. S'agissant de la Côte d'Ivoire, les principales conclusions de ce rapport ont porté sur 3 points, notamment les sources de la reprise économique, les effets de la dépréciation du franc CFA par rapport au dollar, ainsi que les effets de la baisse du prix du pétrole sur l'économie ivoirienne. Le directeur des opérations Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, Ousmane Diagana, nous situe. Nos échanges interviennent dans un contexte favorable. Madame le ministre pour la Côte d'Ivoire, non seulement parce que les éléphants sont champions d'Afrique, et j'ai saisi l'occasion pour vous féliciter à travers vous, le gouvernement et toute la Côte d'Ivoire, mais aussi parce que l'économie ivoirienne connaît une performance extraordinaire pendant ces 3 dernières années, qu'il faut relever et saluer, et surtout aussi les perspectives qui s'offrent à elle sont prometteuses. À titre de rappel, le taux de croissance négative en 2011, moins 4,4%, a atteint en 2012 le niveau impressionnant de 10,7%, puis 8,7% en 2013 et près de 8% au cours du premier semestre de l'année 2014. Cette embellie s'explique par une conjugaison de facteurs économiques et sociopolitiques qui ont permis à la Côte d'Ivoire, après une décennie de crises multiformes, de se consacrer désormais à l'effort de reconstruction et de développement. Du côté de l'offre, les principaux secteurs d'activité ont tous contribué positivement à la croissance du PIB tiré par le volume des investissements publics. À noter aussi la forte progression de l'agriculture et du secteur des services dans la formation du PIB. Du point de vue de la demande, il est indéniable que les investissements publics pour la reconstruction des infrastructures ont eu des retombées positives sur l'investissement privé et donc sur la croissance économique. La consommation a connu une hausse de 7,4%, apportant une contribution appréciable au PIB.
L'augmentation de la consommation des ménages a été soutenue par diverses mesures telles que la hausse de 17,4% du revenu réel des planteurs du café et du cacao, la hausse du salaire minimum, le blocage des salaires dans les secteurs publics et l'emploi formel qui a augmenté de 5% en 2013 avec une progression de 4,8% du nombre d'emplois dans les secteurs privés et de 4,5% dans le secteur public. Mesdames et messieurs, ces performances illustrent de manière appréciable l'élan des réformes structurelles mises en œuvre par les autorités ivoiriennes pour créer les conditions favorables au retour de la confiance au sein des partenaires et des investisseurs. Sur le plan budgétaire, l'évolution est restée favorable, le solde primaire devenant légèrement excédentaire dans la première moitié de 2014 et reflétant l'amélioration des fondamentaux économiques ainsi que l'avancée des réformes. Mesdames et messieurs, l'économie internationale connaît des changements à l'heure actuelle avec la baisse des cours de certaines matières premières, métaux ou minéraux, du pétrole brut de plus de 50% et l'appréciation du dollar par rapport à l'euro. Il est nécessaire d'analyser en profondeur l'importance de ces changements sur l'économie de la Côte d'Ivoire et ses effets pour sa compétitivité et pour le maintien ou l'accélération de son niveau de croissance. Les résultats de simulation indiquent qu'une appréciation de 10% du dollar par rapport à l'euro apporterait un gain de 1,1% du PIB de la Côte d'Ivoire sur la période 2014-2016 du fait de l'amélioration de la compétitivité des exportations ivoiriennes. Les simulations indiquent aussi néanmoins que l'impact de la baisse du cours du pétrole sur le PIB de la Côte d'Ivoire sera probablement faible car le pays tend vers l'équilibre pour ce qui est du commerce des produits pétroliers en étant à la fois importateur et exportateur. Cependant, l'activité économique pourrait être stimulée à un certain degré du fait que la baisse des prix pétroliers mènerait à une réduction de l'inflation jusqu'à 1,5% de pourcentage de réduction à court terme, contribuant à accélérer le rythme des dépenses de consommation et à un certain degré des investissements. Il est important de souligner que les projections de croissance partent de l'hypothèse que l'amélioration de la sécurité se poursuivra et que les réformes visant à améliorer l'environnement des affaires et la gouvernance continueront d'être mises en place. Un environnement macroéconomique stable devrait contribuer au maintien de la croissance avec un faible niveau d'inflation, en moyenne 2,5% à moyen terme, en raison de la décélération des coûts des denrées alimentaires et des carburants qui devrait entretenir la vigueur des dépenses de consommation. Permettez, Madame le ministre, que je m'arrête ici pour l'instant, tout en espérant que les débats que ce rapport va sans nul doute susciter permettront d'affiner la réflexion autour des politiques indispensables pour la réduction de la pauvreté et la création d'une croissance partagée et durable. Pour la ministre Kabaniale, ce rapport mérite d'être finalisé et mis à la disposition de tous. Je voudrais, avant tout propos, exprimer, au nom du gouvernement de Côte d'Ivoire, notre gratitude à l'endroit de la Banque mondiale pour la présente session de discussion sur les performances économiques de la Côte d'Ivoire. Monsieur le représentant résident, permettez-moi de saluer votre leadership et votre engagement en faveur du développement de notre pays, mais également en faveur du développement de tous les pays de l'Ouest africain qui sont sous votre leadership. Avec votre appui, la Côte d'Ivoire est en train de retrouver toutes les caractéristiques qui justifient son appellation d'éléphant d'Afrique. Excellences, Mesdames et Messieurs, le représentant résident vient de le dire, quelle avancée en 3 ans. Depuis 2012, notre pays connaît une croissance remarquable avec un taux qui varie autour de 9%, 9 à 10%, puisque nous avons fait finalement en dernière analyse, je vois le représentant résident du FMI, 10,7% en 2012. Et cette dynamique devrait se poursuivre au cours des années à venir. En effet,
Le gouvernement a réalisé des progrès substantiels dans la normalisation sociopolitique, la poursuite des réformes structurelles et la mise en œuvre énergique de la stratégie de développement soutenue par un niveau élevé d'investissement, aussi bien public que privé. La mise en œuvre de ces politiques a permis d'atteindre des taux de croissance qui viennent d'être relevés, autour de 10%, et des taux d'investissement tout aussi appréciables. Ils étaient de 12,1% en 2012, 14,6% en 2013 et devraient s'établir à 16% en 2014. Il faut indiquer que pour l'année 2015, nous attendons un taux d'investissement de 15%, dont une part importante revenant à l'investissement privé. Toute cette reprise s'est faite dans un cadre macroéconomique solide qui se caractérise par une inflation maîtrisée, un niveau d'endettement également maîtrisé et l'approfondissement des réformes structurelles. La Côte d'Ivoire fait partie des 10 pays les plus réformateurs pendant 2 ans successifs, selon le classement Doing Business de la Banque mondiale. Je voudrais à ce titre souligner les efforts entrepris afin d'assainir le climat des affaires et améliorer l'intérêt de plus en plus grand du secteur privé pour l'économie ivoirienne. Du côté de l'offre, les différentes composantes ont progressé. L'agriculture, l'industrie. Le détail a été donné tout à l'heure et je pense que c'est toutes ces sources de la croissance qui vont faire l'objet des rencontres et des discussions qui vont avoir lieu. Je voudrais simplement rappeler qu'en ce qui concerne les échanges extérieurs de marchandises, il se caractérise donc, notre balance commerciale se caractérise par un excédent qui s'est consolidé à 913,7 milliards en 2014, en hausse de 271,4 milliards de francs CFA par rapport à l'année 2013. Dans ce contexte, le secteur moderne a continué à créer des emplois, évalués à 47 172 emplois, dont 77,5% à l'actif du secteur privé, créés par an, portant le nombre des emplois salariés à 803 769, en hausse de 6,2% par rapport à l'année 2013. En ce qui concerne le marché financier, il s'inscrit dans la même tendance. L'indice BRVM Composite et l'indice BRVM 10 ayant enregistré des hausses respectives de 11,2% et 8,6% en 2014 par rapport à 2013. Enfin, l'évolution des agrégats monétaires est marquée par une hausse de la masse monétaire et ses contreparties de 870 milliards environ, soit une hausse de 16% par rapport à l'année 2013. Distingués invités, mesdames et messieurs, à ce stade de mon propos, permettez-moi de rappeler que le groupe de la Banque mondiale a accompagné la Côte d'Ivoire tout au long de ce processus de sortie de crise et de transformation de son économie. En effet, en 2007 déjà, cette institution a accordé un don de 120 millions de dollars, environ 60 milliards CFA, pour la mise en œuvre de l'accord politique de Ouagadougou. Ce don a consacré la reprise des relations avec la Banque mondiale et d'autres partenaires, tout comme il a permis l'amorce de l'apurement des arriérés internes, donnant une vraie bouffée d'oxygène aux opérateurs économiques.
Depuis cette période charnière, le conseil d'administration de la banque a préparé 2 stratégies successives pour la Côte d'Ivoire, que sont la note de stratégie intérimaire et la stratégie partenariat pays 2010-2014. Aussi, entre 2007 et 2013, l'IDA a pu mobiliser environ 1300 milliards de dollars US pour la Côte d'Ivoire sous forme de dons, de crédits et d'appui budgétaire. Ces fonds ont permis d'accompagner le processus de sortie de crise, notamment en permettant de rétablir les services sociaux de base, comme les infrastructures, ainsi qu'en permettant d'intervenir dans les secteurs de l'électricité, de l'éducation et de la santé. Le soutien de la Banque mondiale s'est traduit également par des initiatives diverses, en particulier la tenue de tables rondes sur la normalisation sécuritaire, sociale et économique. En outre, les appuis financiers urgents et bien ciblés ont été des contributions déterminantes, ainsi que l'assistance technique à la mise en œuvre des réformes. C'est pourquoi je voudrais encore une fois exprimer au groupe de la Banque mondiale notre profonde gratitude pour l'accompagnement accordé à la Côte d'Ivoire dans son processus de sortie de crise et dans le processus de la croissance économique, de la reprise de la croissance économique. Selon ce rapport, un environnement macroéconomique stable devrait contribuer au maintien de la croissance, avec un faible niveau d'inflation en moyenne 2,5% à moyen terme, en raison de la décélération des coûts des denrées alimentaires et des carburants qui devra entretenir la vigueur des dépenses de consommation.